sur la thématique annoncée pour ce matin. Ce webinaire s'inscrit dans la semaine de l'évolution professionnelle. Donc, c'est un événement interrégional qui est organisé par le réseau des CIBC et celui de l'APEC dans plusieurs régions. Et nous avons des webinaires à destination de différents publics. Voilà. Aujourd'hui, c'est le premier jour, vous êtes sur le lancement. Elle se termine vendredi 16 à 19 h. Donc, n'hésitez pas à vous connecter à différents webinaires pour pouvoir participer à différentes thématiques et avoir les informations qui vont bien en fonction. Si tu peux cliquer, Muriel, s'il te plaît. Normalement, il y a une deuxième diapo. Voilà, donc je le disais, pour ceux qui nous rejoignent maintenant, s'il est possible pour vous de couper les caméras, les micros, ça nous permet de garantir vraiment une qualité du webinaire. Vous avez bien évidemment le chat que vous retrouvez en haut à droite. C'est une petite enveloppe qui vous permet de poser toutes vos questions tout au long du webinaire. Et nous avons Agnès Gilles qui nous fera remonter toutes les questions en fin de webinaire. Tu peux cliquer, Muriel. Là, on va se présenter. Donc, je garde la parole, Muriel, et puis je te donne la main ensuite. Donc, moi, je suis Annabelle Bruneteau. Je suis chargée de mission pour le CEP en PACA. Donc, le CEP, c'est le conseil en évolution professionnelle pour les salariés indépendants dans mon cas. Voilà. Et donc, Muriel. Je suis Muriel Lorenzo, je suis ergonome et responsable du service de maintien dans l'emploi d'une structure dont on va parler un peu plus tard, le Cap Emploi 06. Voilà, je garde la main, du coup. Le Cap Emploi, et alors pourquoi cette thématique de l'arrêt de travail, un temps de réflexion sur la reconversion professionnelle, et pourquoi le Cap Emploi y répond? Notre service accompagne des personnes qui sont en situation de handicap, des salariés, des actifs, et qui, lors de leur parcours, vont se poser cette question de reconversion professionnelle, et notamment au niveau de la durée de l'arrêt. Donc voilà pourquoi je vais pouvoir un peu vous donner un retour d'expérience et de nos réflexions sur la thématique. En quelques mots, pourquoi préparer sa reconversion pendant l'arrêt? Comment le faire? Comment mettre en place des points sur différentes points de vigilance, on va dire, et comment préparer pendant l'arrêt toujours mes demandes de financement, si financement il y a lieu pour la reconversion, en faisant parfois le distinguo entre les personnes qui sont dans une démarche de reconnaissance de leurs problèmes de santé, qu'on va appeler handicap, et les personnes qui ne sont pas dans cette démarche-là. Donc vraiment, en 2 mots, le Cap Emploi est en charge de 2 missions sur chaque département au sein d'une même structure, l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi, dans l'entreprise, pour les actifs en situation de handicap dans le travail. On est bien sur la dimension de handicap au travail. Et je vous le disais, cette question du reclassement se pose quasiment systématiquement dès la période de l'arrêt. On est prestataire service de l'AGFIP, qui est le fonds national qui finance les actions pour les salariés et les demandeurs d'emploi travailleurs handicapés, mais idem sur le FIP pour la fonction publique, et 2 autres fonds qui s'appellent l'OETH pour les établissements du social et relevant de la FEAP notamment, et Andiem, qui est un fonds destiné aux entreprises du médicament. Pour qu'il n'y ait pas de confusion, parce que beaucoup d'entre vous vont se demander pourquoi ce mot handicap apparaît là, simplement, le législateur a défini le handicap comme une limitation d'activité, une restriction de la participation de la vie en société, dont le travail fait partie, en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive, d'une des fonctions physique, sensorielle, donc la surdité, le visuel, mental, cognitif ou psychique. On est donc bien sur un problème de santé qui est devenu chronique, qui est devenu important et qui impacte la capacité de travail de la personne. Et dans 80% des cas, voire plus, ce handicap
ou ce qui va devenir un handicap est invisible. Donc, on n'a pas une représentation, on a souvent la représentation du handicap avec le fauteuil roulant. C'est loin, très très loin d'être le cas. Et concrètement, dans le travail, aborder cette notion de handicap, c'est tout simplement, encore une fois entre guillemets, être en difficulté dans la réalisation de certaines tâches, une ou plusieurs, comme rester debout, assis de manière prolongée, réaliser un effort de longue durée, se baisser, s'accroupir, quand ça impacte, encore une fois, le travail, les collègues, ou la qualité du travail ou la charge de travail, et que lorsque rien n'est discuté, on peut arriver à des… alors, je vous ai mis tout ça entre guillemets, hein, les personnes nous disent « on doit m'aider à réaliser certaines tâches ». Je ralentis mes collègues, alors du coup, ça a des conséquences sur l'équipe. Tout ça, ça peut être compensé lorsque le problème de santé est reconnu et qu'on met en face de ce qu'on appelle la compensation. Alors, pourquoi préparer sa reconversion durant l'arrêt? On est dans un temps à part durant l'arrêt de travail, un temps pour faire face à ce qui nous arrive du point de vue médical, un temps où notre contrat de travail est suspendu, donc où notre activité est suspendue, donc un temps propice à la réflexion et parfois, bien souvent, à la remise en question de son parcours professionnel. Donc on va parfois, hein, les gens nous disent cet arrêt m'a permis de me poser dans ce monde où on court tout le temps, et de me poser des questions sur ce que je voulais faire dans ma deuxième partie de carrière, notamment. On est en plus dans un contexte économique qui nous invite, hein, un taux de chômage, des métiers qui changent très rapidement, des filières qui bougent, qui évoluent, qui demandent à ce que nos compétences évoluent. Donc, un contexte économique très, très mouvant et tendu, hein, qui nous invite à prendre rapidement la température de certains métiers. Et la reconversion, c'est un professionnel, demande à des délais assez importants de mise en œuvre. Quand je dis important, on parle en quelques mois, mais quelques mois, si on peut anticiper durant l'arrêt, c'est quelques mois de gagner dans la réflexion, dans le fait de se faire conseiller, et on le verra plus en détail. Et c'est pas, le dernier point est aussi important, se projeter dans un nouveau projet professionnel, c'est aussi accélérer sa guérison. On sait qu'une personne sur deux en arrêt de travail de plus de 6 mois ne reprendra pas son activité professionnelle, donc autant commencer à anticiper. D'autres chiffres nous montrent que les arrêts longs impactent les difficultés de comportement ou les troubles mentaux, en tout cas, impactent le moral bien souvent des personnes. Et donc, se projeter dans un nouveau projet, prendre le temps d'y réfléchir, c'est aussi accélérer sa guérison. Et ce n'est pas pour rien que la logique de l'arrêt de travail et la législation de l'assurance maladie a évolué, puisqu'ils sont passés de « je me soigne », mon contrat de travail est suspendu, donc je n'ai aucun lien avec mon employeur n'a aucun lien avec moi, une logique de rupture, on va dire, le temps que je me soigne, et pendant ce temps-là, la CPAM me verse des indemnités journalières pour permettre le retour à l'état de santé antérieur. Ça, c'était avant. Maintenant, depuis quelques années, la logique, c'est une logique de relais et d'anticipation, c'est-à-dire je me soigne et je prépare ma reprise. C'est ce qu'on appelle, et vous l'entendrez parfois présenté comme la prévention de la désinsertion professionnelle, la PDP. Donc, on est toujours avec un contrat de travail suspendu, avec des versements d'indemnités journalières par la CPM, dans l'espoir de retrouver l'état de santé antérieur, mais sont ouverts également des possibilités d'action durant l'arrêt qui n'étaient pas ouvertes jusqu'à présent, et tout ceci avec l'accord du médecin conseil. Celui qui donne l'accord de l'arrêt de travail va aussi donner son accord si on veut mobiliser des actions durant l'arrêt. C'est d'autant plus important de se poser ces questions-là si l'arrêt de travail vous laisse à penser qu'il y aura une difficulté à la reprise suffisamment importante pour parler d'inaptitude.
C'est un cas un peu particulier, mais je vous ai mis ce tout petit tableau, cette fresque dans le temps, pour vous montrer qu'il y a très peu de temps entre la fin de l'arrêt, la reprise de l'activité, la position du médecin du travail sur l'aptitude ou l'inaptitude, et la démarche administrative et juridique qui s'ensuit, s'il y a une aptitude, très peu de temps pour la réflexion avec l'employeur. Donc, autant, encore une fois, anticiper, gagner du temps. Alors, comment préparer sa reconversion? J'ai structuré ça en 2 temps. Faire un point, vraiment, sur tout un tas d'éléments pendant ce temps de l'arrêt, parce que ça va demander des recherches, ça va demander de rencontrer des interlocuteurs, même parfois un peu d'introspection. Et j'ai commencé par le point sur la santé. Une personne qui est en arrêt de travail, elle ne sait pas parfois exactement ce qui se passe, ce qu'elle a médicalement, et comment se projeter, y compris dans une reconversion professionnelle, si je ne sais pas ce que j'ai. Donc, pouvoir faire un point avec ces différents médecins, son médecin traitant, parfois son médecin du travail, parfois son spécialiste, parfois, s'il y a une démarche de reconnaissance travailleur handicapé, le médecin de la maison départementale. Parfois, on a vu plusieurs médecins. Donc, l'idée, c'est d'essayer de clarifier où on en est médicalement pour pouvoir savoir si ça aura un impact ou pas sur l'activité actuelle ou l'activité que je peux envisager ou que je souhaite envisager dans le cadre de la reconversion. Donc, faire attention à la confusion que peuvent amener l'incohérence parfois des discours médicaux. Un médecin du travail qui dit vous pouvez reprendre, un médecin traitant qui dit non, vous restez en arrêt, un médecin qui dit il va y avoir une reprise rapide, d'autres beaucoup plus lente. Voilà. C'est un moment important pour pouvoir avoir un socle solide pour se projeter. Est-ce que je vais avoir des restrictions médicales sur mon activité actuelle ou sur la future? Est-ce que mes médecins m'ont donné des informations sur la durée de cet arrêt? C'est pas uniquement du médical, c'est aussi comment je l'intègre dans ma réflexion. Et une personne peut vous y aider à la visite de pré-reprise, c'est votre médecin du travail. Donc, pendant l'arrêt, le salarié peut solliciter, ce n'est pas obligatoire, une visite de pré-reprise, à ne pas confondre avec la visite de reprise qui a lieu à la fin de l'arrêt. Et cette consultation, elle est gratuite, bien évidemment, et les médecins vous encouragent à le faire le plus tôt possible si vous pensez qu'il peut y avoir une difficulté à la reprise. Entre difficulté ou écart entre votre état de santé, ce qui est difficile à réaliser, et les exigences du poste de travail que vous connaissez. Et le médecin du travail va être là pour vous aider à évaluer les aptitudes pour la reprise. L'objectif est bien de favoriser le maintien dans l'emploi, notamment si c'est votre souhait de mettre en place une reconversion interne, s'il n'y a pas de conflit avec l'employeur. Également, donc, les aptitudes et les modalités de reprise. Je reprends sur le même poste, je reprends sur un poste différent, un poste adapté, sur les mêmes horaires et ainsi de suite. Et s'il y a lieu, le médecin du travail est la personne qui va pouvoir mobiliser l'intervention de partenaires spécifiques selon les besoins qui auront été identifiés avec vous. Parfois des examens complémentaires, parfois notre intervention, par exemple, au sein du Cap Emploi, pour les personnes qui ont déjà entamé une reconnaissance de leurs difficultés de santé devant les instances de type MDPH. Petit rappel, mais peut-être que vous le savez, lors de cette visite de pré-reprise, le médecin du travail est tenu au secret médical. Il ne va donc pas délivrer d'avis auprès de votre employeur. Donc, vous pouvez, je dirais presque à volonté,
et autant que de besoin, solliciter cette visite de pré-reprise pour que le médecin, en plus, vous accompagne au moment de la reprise en ayant le maximum d'informations et connaissances de votre volonté, de votre cheminement. Un deuxième point important, là aussi, on ne parle toujours pas de reconversion et pourtant ça a un impact. Quelle est ma situation administrative au regard de l'emploi? C'est-à-dire, est-ce que mon médecin traitant m'a dit que je reprenais dans 3 jours, 2 semaines, 1 mois, 6 mois? Ça n'est pas du tout les mêmes possibilités de réflexion et de mobilisation des aides. Donc la durée de l'arrêt est importante, même si on ne sait pas toujours, bien évidemment, puisqu'on est en train de se soigner. C'est le médecin qui décide s'il renouvelle ou pas les arrêts. Pour autant, c'est intéressant de poser la question pour commencer, au fur et à mesure de l'arrêt, à se positionner sur le temps qu'il me reste durant cet arrêt pour pouvoir réfléchir et mobiliser les aides. Parfois, on a des personnes qui ont besoin de faire un point également sur les indemnités journalières, pour savoir quelles sont les aides vie privée qui peuvent être mobilisées. Et on va le voir, des aides également sur le champ de la vie professionnelle. Et qui peut vous accompagner au mieux sur ces questions-là? Ce sont les assistantes sociales de l'assurance maladie, le service qu'on appelle CARSAT. Ces assistantes sociales vont pouvoir être mobilisées pour répondre à tout un tas de questions des assurés actifs qui sont en arrêt de travail, pour faire un point sur leur situation, leur emploi, leur état de santé, leurs aides, pour enclencher également une dynamique de mobilisation, on va le voir avec certains outils, et pour connaître les droits et les dispositifs existants, parfois même pour lever des fausses croyances en disant on peut rester en arrêt pendant plusieurs années, on peut rester en arrêt jusqu'à la retraite. Donc, il y a tout un tas de fausses croyances qui peuvent circuler et c'est le moment de faire vraiment un point sur ces informations-là. Donc déjà, au niveau de l'assurance maladie, il y a, donc vous voyez en haut le 3646 qui est le numéro de téléphone qui permet de prendre contact, de prendre rendez-vous avec l'assistante sociale de ce service, de manière à avoir un rendez-vous individuel. Et pendant, l'assistante sociale va élaborer avec vous le point de situation et savoir qu'est-ce qui est le plus opportun à mobiliser. Est-ce qu'il est temps de faire un bilan d'orientation? Est-ce qu'il est temps de maintenir les indemnités journalières pour pouvoir basculer sur une formation? Est-ce que je voudrais reprendre dans un autre poste de mon entreprise et j'ai besoin de refaire ce qu'on appelle un essai encadré, c'est-à-dire que vous restez en arrêt et que, donc couvert par les indemnités journalières de la sécurité sociale, mais vous reprenez un temps dans l'entreprise pour tester quelque chose, un poste, une fonction, ou pour vous former en interne. D'ailleurs, il y a ce qu'on appelle le contrat de rééducation professionnelle en entreprise qui est conclu entre l'assurance maladie, le médecin du travail, vous et votre employeur, lorsque c'est un reclassement en interne dans l'entreprise. Est-ce que je vais reprendre à temps partiel thérapeutique? Est-ce que je vais reprendre à temps partiel moyennant une compensation financière de la sécurité sociale? Donc, tout ça est évoqué, y compris d'ailleurs la possibilité et l'accompagnement à la demande de reconnaissance travailleurs handicapés. Tout ça est évoqué avec l'assistante sociale et elle-même va faire tout un tas de relais auprès du médecin du travail, auprès de notre organisme si besoin, pour pouvoir avancer sur la mobilisation de ces outils si nécessaire. Donc, il y a des outils mobilisables spécifiquement assurance maladie pendant l'arrêt. Troisième point important, bien évidemment, faire le point sur comment on se situe déjà par rapport à notre employeur.
dans la situation contractuelle et dans la situation relationnelle. Est-ce que je souhaite reprendre dans mon entreprise? Est-ce que sur un autre poste, sur de nouvelles compétences, de nouvelles fonctions, ou est-ce que je ne veux pas rester dans l'entreprise où d'ores et déjà, mon idée de reconversion exclut l'entreprise où je suis aujourd'hui? Et déjà, de préciser cette envie, reconversion interne ou externe, va, va quand même un peu guider les outils que vous allez pouvoir mobiliser avec les prestataires, avec l'assurance maladie, avec le service de santé au travail ou avec le Cap emploi, si, encore une fois, si vous êtes dans une démarche de reconnaissance de votre souci de santé. Dans le cadre d'une reconversion interne, et même, je dirais, dans le cadre d'une reconversion externe, à part conflit extrêmement violent, je vous invite à garder le contact avec votre employeur ou avec des personnes de l'entreprise. Parce que bien souvent, quand nous intervenons dans l'entreprise, on nous dit mon salarié est parti en arrêt, je n'ai plus de nouvelles, il travaillait ici depuis 15 ans et je ne sais pas du tout ce qui se passe. On nous envoie les arrêts par la poste. Et puis, inversement, quand je contacte le salarié nous dit ça fait 15 ans que j'étais dans l'entreprise, je suis en arrêt et personne ne prend de mes nouvelles. Donc, ce contact-là est extrêmement précieux pour rebondir rapidement sur des outils, encore une fois, mobilisables avec l'accord de l'employeur parce que c'est parfois le cas. On a parfois besoin on va le voir un peu plus loin, de l'accord, de l'autorisation d'absence pour une formation, de l'accord de l'employeur pour mettre en place telle ou telle chose. Donc, encore une fois, sauf conflit très important, autant que possible, garder le lien avec l'employeur, puisque à un moment donné, pouvoir avoir une idée, non pas de la pathologie, bien évidemment, ça reste de votre vie privée et du secret médical du médecin, mais bien de savoir que la personne a le souhait de revenir ou a le souhait de se reconvertir. Ça permet parfois d'anticiper et de mettre en place les bons outils. Sur la partie reconversion externe, l'arrêt de travail est un temps précieux pour pouvoir faire des recherches, des enquêtes sur le marché de l'emploi dans tel ou tel secteur d'activité. Parfois même, on va pouvoir mobiliser des aides, des périodes de mobilisation en situation de travail. Et parfois même se demander, est-ce que je suis prête à reprendre un peu un temps d'activité pour avoir le temps de monter mon projet, ou est-ce que je refuse de remettre les pieds dans mon entreprise, ou est-ce que d'ores et déjà je sais que je serai inapte et je vais avoir des difficultés à gagner du temps pour mettre en place mon projet de reconversion. La fin ou les possibles fins du contrat de travail pour basculer sur le nouveau projet professionnel sont à évoquer, encore une fois, pas tout seul, mais avec les services de santé au travail, la CPAM, nous-mêmes ou d'autres organismes, puisqu'il y a des éléments de cumul ou de non-cumul entre les formations, le contrat de travail, l'arrêt de travail, qu'il faut vraiment regarder de très près pour pas faire de bêtises. Je sais que parfois, alors les employeurs me répondent, je ne suis pas autorisée pendant l'arrêt de travail à contacter le salarié. C'est même en cas de litige, plutôt ça dessert l'employeur qui aurait adressé des courriers ou téléphoné à son salarié en arrêt pour prendre des nouvelles. Entre les employeurs, dans le cadre des relations, enfin des conflits qui vont jusqu'au prud'homme, nous disent que tous les juristes et autres les invitent à ne surtout pas appeler et encore moins de façon répétée leurs salariés. Donc tout ça, ça trouble la relation pendant l'arrêt entre le salarié et l'employeur. Un dernier point pour préparer sa reconversion durant l'arrêt, c'est bien évidemment là sur le projet professionnel
Et il y a toute la semaine des webinaires est consacré au conseil en évolution professionnelle. Le Cap Emploi fait partie des 5 acteurs qui peuvent vous accompagner. Je vais passer la main dans la diapo suivante à Annabelle pour faire un petit zoom sur ce conseil en évolution professionnelle. C'est extrêmement important, sachant qu'en parallèle de cet accompagnement, il y a les classiques bilans de compétences qui peuvent être mobilisés sur les droits de CPF, ou en parallèle des bilans spécifiques pour les travailleurs handicapés. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sachez que ça existe, des bilans d'orientation courts ou des bilans longs pour enclencher la réflexion. Merci beaucoup, Muriel, pour ces éléments d'information. J'ai vu que quelques questions étaient passées au fur et à mesure, donc je me permets, moi, de faire un petit focus sur le conseil en évolution professionnelle. Vous réexpliquer un petit peu ce qu'il en est et ce qu'on entend quand on vous parle de conseil en évolution professionnelle. Et on abordera ces questions juste après. Du coup, pour rappel, effectivement, le conseil en évolution professionnelle, c'est un processus d'appui à tout actif pour faire le point sur sa situation pro et, le cas échéant, d'élaborer, formaliser et mettre en œuvre une stratégie visant à l'évolution professionnelle. Donc, vous allez me dire, ça peut inclure beaucoup de choses derrière. Effectivement, c'est vrai, on peut mettre beaucoup de choses derrière cette phrase. Quoi qu'il en soit, le conseil en évolution des professionnels pour salariés du secteur privé et les indépendants est forcément gratuit, est un service qui est gratuit, confidentiel, neutre, accessible à tous et impartial. Voilà, c'est important que vous ayez ces éléments en tête, de ne surtout pas hésiter à mobiliser le conseil en évolution professionnelle pour faire le point ou pour aborder toute question qui pourrait être en lien. Juste pour information, donc je fais une dernière fois sur la slide d'avant. Ce service est à l'origine en fait d'une loi de 2014, a été rénové avec la loi de 2019 et on a un nouveau paysage du conseil en évolution professionnelle qui est opérationnel depuis le 2 janvier 2020 de cette année. Voilà, c'était juste pour préciser le... Donc, tout à l'heure, je vous disais, on peut mettre beaucoup de choses derrière la phrase. Là, c'était juste des pistes. Si besoin, on pourra répondre à vos questions et répondre plus en détail sur exactement tous les services, toute l'offre de services que le conseil en évolution professionnelle des salariés indépendants peut proposer. Mais ça peut être, par exemple, voilà, vous aider à travailler votre projet de changement de métier, donc de reconversion professionnelle, à vous accompagner, vous donner des conseils, des outils dans votre recherche d'emploi, à travailler également tout ce qui est valorisation des compétences ou de l'expérience, vous accompagner également dans vos projets de formation ou d'action de formation. Et voilà, tous les projets également de VAE, ça peut être beaucoup plus de choses, ça peut être vous aider à y voir plus clair, ça peut être vous aider à préparer votre entretien professionnel, ça peut être énormément de choses. Donc, n'hésitez pas à poser les questions de savoir est-ce que je rentre dans le conseil en évolution professionnelle ou pas. Ah oui. Ça peut être la création d'entreprise également, ça peut être donc création, reprise d'entreprise. Ça peut être tout ce qui est ingénierie pédagogique financière, vous aider à mobiliser les bons dispositifs, etc. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse vraiment vous accompagner, peu importe votre situation et peu importe votre projet, finalement, c'est de pouvoir vous aider à évoluer professionnellement. Donc, Muriel a commencé à l'amorcer dans sa dernière slide. Je me permets de revenir dessus pour vraiment vous rappeler qui est votre bon interlocuteur en termes de conseil en évolution professionnelle. Donc, pour les demandeurs d'emploi, nous aurons Pôle emploi qui sera l'interlocuteur à privilégier. Pour tous les cadres, il faudra davantage s'orienter vers l'APEC, donc qui co-organise avec nous cet événement.
Pour les moins de 26 ans, ce sera le réseau des missions locales ou missions jeunes suivant les régions. Et pour toutes les personnes en situation de handicap, quand le handicap rentre en jeu, ça va être donc les Cap Emploi. Donc là, Muriel vous en a parlé. Et pour tous les salariés du privé indépendant, donc ce peut être également les intermittents du spectacle, les intérimaires, etc., les saisonniers. Là, ça va être le réseau des CIBC sur différentes régions. Sachez que les différents opérateurs travaillent main dans la main. Il y a une articulation qui se fait entre nous. Donc, si aujourd'hui, par exemple, vous êtes suivi par un conseiller par une des régions portées par un CIBC, que demain vous vous retrouvez en situation de handicap, Cap Emploi et les CIBC pourront travailler ensemble pour que vous puissiez vraiment avoir une continuité de service dans votre suivi et dans votre accompagnement. Donc ça, j'ai commencé à vous le dire au niveau du public que nous suivons. Ça va être effectivement les salariés du secteur privé, peu importe le statut et le temps de travail, qui ne sont pas accompagnés par un autre opérateur CEP. Donc voilà, on est venu dessus. N'hésitez pas, quoi qu'il en soit, je reviens dessus, mais de vous connecter, que ce soit sur les différents sites internet ou via le numéro que je vais vous donner juste après pour poser la question, est-ce que je suis auprès de la bonne personne? Là, vu qu'on est sur un webinaire spécial package, je vous ai fait un petit focus, une petite carte qui vous permet de voir exactement où sont les différents sites. Et encore une fois, n'hésitez pas à aller sur le site internet ou à appeler le 09 pour pouvoir avoir davantage d'éléments dessus. Et donc, au niveau de l'offre de service, j'ai commencé à vous expliquer un peu ce sur quoi on peut travailler. Et là, c'est comment est-ce qu'on le travaille. Donc, effectivement, on peut prendre rendez-vous avec un conseiller, avec le 09 72 01 02 03, ou avec les sites Internet, vous verrez, c'est juste sur la slide suivante. Vous prenez un rendez-vous avec un conseiller, vous faites le point avec votre conseiller. Donc, c'est ce que nous, on appelle un conseil personnalisé qui nous permet de faire un petit peu un état des lieux, voir où est-ce que vous en êtes, quelle est votre demande, quels sont vos besoins, etc. Ensuite, on peut basculer sur un accueil individualisé où là, on vient vous appuyer à la formalisation de votre projet. On avance un petit peu plus avec vous et on peut même aller jusqu'à l'appui à la mise en œuvre de votre projet, quel qu'il soit. Tout à l'heure, j'ai parlé des différents projets, donc ça s'applique à tous les projets que j'ai cités précédemment. Et du coup, là, normalement, ça doit être le site internet sur la slide suivante. Voilà. Vous avez effectivement le site internet. Vous avez simplement à sélectionner votre région ou le 09 qui vous permettra de prendre rendez-vous, donc que ce soit en physique, en visio ou par téléphone avec l'un de nos conseillers. Peu importe la région dans laquelle vous vous trouvez, le 09 ou le site internet vous permet de prendre rendez-vous au plus proche de chez vous, au plus proche de votre lieu de travail. Donc, le numéro est bien évidemment unique et non surtaxé. Vous pouvez appeler de 8h à 19h tout au long de la semaine et même le samedi de 9h à midi. Et j'insiste voilà, sur les modalités de prise de rendez-vous. Là, on est dans une période un petit peu particulière avec la crise sanitaire. Nos services se sont vraiment adaptés pour qu'on puisse vous accompagner tout au long, peu importe la situation. Donc voilà, de ce qu'il en est du conseil en évolution professionnelle pour les salariés et indépendants. C'était un zoom important parce que vraiment se faire accompagner pour enclencher la réflexion, c'est indispensable, me semble-t-il. Parce qu'il y a, on y vient, besoin non seulement d'élaborer le projet, mais de le faire en cohérence avec les éléments, notamment les éléments de financement. Et on peut commencer à y réfléchir, même à monter. Ça demande en tout cas à réunir tous les éléments et à connaître bien tous les détails de cette demande de financement, si elle est vraiment indispensable au projet de reconversion. Et durant l'arrêt, on peut commencer à préparer cela. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que j'appelle les financeurs de droit commun, c'est-à-dire pour tout actif en dehors d'un problème de santé reconnu comme un handicap ou d'un financement spécifique à d'autres
public. Vous parliez tout à l'heure de l'APEC et des jeunes, mais donc tout ce qui est générique aux actifs, donc ce qu'on appelle le droit commun, il y aura des webinaires qui vont parler du compte personnel de formation et du projet de transition professionnelle, qui sont donc des outils financiers qui permettent à la main de la personne, à la demande de la personne, qui permettent de mettre en œuvre sa reconversion. Et tu voulais dire quelque chose, Annabelle, sur ce point-là? Non, j'allais juste préciser que justement les webinaires qui sont tout au long de la semaine, vous verrez, vous pouvez les retrouver sur différents jours. Donc, si par exemple vous êtes intéressé par un projet de transition professionnelle, vous avez les webinaires La formation et moi qui abordent justement le compte personnel de formation et le projet de transition professionnelle. Donc, n'hésitez pas à vous connecter si vous voulez de plus amples informations. J'ai juste spécifié des financeurs supplémentaires pour les travailleurs handicapés, puisque, alors ce mot de travailleur handicapé fait souvent peur encore une fois, mais c'est mon problème de santé impacte mon activité, va peut-être même impacter de toute façon ma reconversion. Donc, le législateur a dit, on va donc mettre des moyens supplémentaires pour pouvoir compenser cette difficulté et favoriser la reconversion. Donc, l'assurance maladie finance des centres de reconversion professionnelle. Nous en avons un dans le département à la GOD qui s'occupe de postes administratifs, de fonctions administratives, pardon. Il y a la GFIP, mais pas que, puisqu'il y a, je vous le citais dans la première diapo, le FIP, l'Handiem et l'OETH, qui sont des financeurs, soit de branche, soit pour le public, soit pour le privé, qui ont dans leur boîte à outils des cofinancements avec l'employeur pour favoriser la formation, l'accès à des compétences nouvelles. Et lorsque c'est avec l'employeur notamment, pour une reconversion interne en priorité, puisque l'objet, c'est de soutenir notamment la formation, le maintien dans l'emploi, pardon. Mais par exemple, la GFIP est en train d'élaborer une nouvelle convention avec, comme elle l'avait fait par le passé avec le fonds GESIF, pour favoriser les demandes de projets de transition professionnelle des personnes qui ont la reconnaissance travailleur handicapé. Là aussi, favoriser des personnes qui ont une situation au départ un petit peu plus complexe puisqu'on intègre l'état de santé. Et dernier point important, la planification, parce que le maître mot, c'est le temps. Avoir le temps de mettre en œuvre les différentes, vous avez vu, mise en relation avec des prestataires, mobiliser des outils, faire des points sur les différents niveaux qu'on a vus. Tout ça, ça demande du temps et pouvoir le faire pendant son arrêt au maximum, c'est favoriser la mise en œuvre effective le moment venu. Donc, les rétro-planning, tous les outils que vous connaissez pour pouvoir vraiment arriver le moment venu à l'enclenchement de votre projet de reconversion. Quelques points de vigilance sur le projet, issus de notre expérience terrain, vraiment. C'est, j'envisage une reconversion. Est-ce que, en termes de mobilité, par rapport au lieu de formation ou aux différents lieux de formation, est-ce que par rapport à ma famille, par rapport à ma capacité à me déplacer, par rapport au coût que ça pourrait représenter, voilà. Le lieu, selon la formation, vous allez devoir, enfin, le lieu va vous être imposé. La rémunération pendant la formation, c'est important de pouvoir gérer la dimension coût pédagogique de la formation, bien sûr, mais également la rémunération pendant cette formation-là. Est-ce que je vais élaborer mon nouveau projet professionnel, je prends en compte ou est-ce que je vais chercher les informations sur les futures conditions de travail qui seront les miennes? Parce que, pour l'anecdote, on a été contacté par un monsieur qui avait fait une reconversion en tant que cuisinier dans la restauration collective, en pensant que les conditions de travail et surtout le salaire et les horaires étaient identiques à un cuisinier classique. Pas du tout.
Donc, tout son projet tenait là-dessus. Et lorsqu'il a découvert les conditions de travail et tout le salaire dans la restauration collective, ça a mis à plat tout son projet. Un point important, je vais essayer d'aller vite, on ne peut pas cumuler un congé maladie avec un congé formation. Ça a mangé un petit peu le bout. Donc, il est important de pouvoir gérer ces aspects juridiques de congé maladie, congé formation, et de bien les articuler. Et je réinsiste encore un peu sur le lien avec l'employeur, puisque dans un grand nombre de cas, on aura besoin de le solliciter. Vous aurez besoin de le solliciter, sauf si ça n'est absolument pas possible. Une dernière diapo sur ce qu'il faut retenir de tout ça, anticiper, je crois que je l'ai mis 4 ou 5 fois sur le diaporama, puisque durant l'arrêt, vous pouvez mettre dorénavant en place des actions pour faciliter la reprise et ou la reconversion, que ce soit dans l'entreprise actuelle ou pas. Vous avez accès à des mesures et à des prestataires pour vous accompagner et soutenir votre réflexion. Et il y a des outils spécifiques au niveau du droit commun, si votre état de santé n'impacte pas le projet futur, ou des outils spécifiques dans le cas contraire. Et je crois qu'on a tenu 11h45. Voilà. Vous avez des questions au niveau du timing. Merci beaucoup, Muriel, en tout cas, pour toutes ces informations. J'espère que ça vous aura éclairé sur un certain nombre de points. Je crois savoir qu'il y a un certain nombre de questions qui ont été retenues. Agnès, est-ce que tu as pu reprendre ? Oui, vous m'entendez là? Très bien. Donc, je vais lire les questions une par une. Donc, il y en a 6 ou 7, donc qui sont assez variées. Donc, première question, qu'est-ce qu'il en est des personnes dans la fonction publique hospitalière, puisqu'il n'y a pas de médecin conseil, mais c'est l'employeur qui gère tout? Je réponds au fur et à mesure que vous voulez. Oui, c'est mieux, non? D'accord. Il y a, comme pour la fonction publique, les 3 fonctions publiques, territoriales, d'État ou hospitalière, le FIP est l'organisme qui peut financer un certain nombre de choses. Effectivement, pendant l'arrêt, c'est l'employeur qui paie l'agent. Et donc, c'est encore plus important de pouvoir recréer du lien s'il a été distendu durant l'arrêt avec l'employeur pour qu'il puisse mobiliser. Notamment, il y a des bilans de compétences, des bilans professionnels qui sont pris en charge. Il y a même une mesure spécifique dans la fonction publique. C'est la période de reconversion professionnelle qui permet le maintien de salaire pendant le projet de reconversion. Donc, il y a des choses existantes. Il faut pouvoir refaire du lien avec son employeur pour qu'il les mobilise parce que c'est lui l'employeur qui a la main dans la fonction publique. Il y a donc quelqu'un qui a mis en ligne sur le chat un lien vers le site de servicepublic.fr. Si vous voulez le consulter, merci à Ludovic. Donc, deuxième question qui peut servir à tout le monde, c'est est-ce que le PowerPoint sera accessible aux participants? Le PowerPoint à proprement parler, non, mais par contre, on a prévu d'ici milieu de semaine prochaine de pouvoir vous mettre les liens de replay à la place du bouton là où vous êtes connecté. Okay. Donc, vous pourrez avoir toutes les informations qu'on a données aujourd'hui. Merci. Alors, question suivante, mais je crois qu'elle a été, la réponse a été un peu apportée. Mon employeur ne répond à aucun mail, uniquement aux recommandés. C'est compliqué de garder le contact. Comment faire? Je pense qu'il faut absolument mettre le médecin du travail dans la boucle parce que lui est en capacité de contacter l'employeur pour enclencher justement une réflexion. Donc, si le lien est un peu distendu avec l'employeur, et encore une fois, il y a des employeurs qui ont la trouille carrément, hein, je vous le dis tel qu'ils nous l'expriment, qu'on puisse leur dire que, alors je ne sais pas si c'est le cas là, hein, bien évidemment, mais qu'on leur dise qu'ils puissent contacter un salarié en arrêt, ça pourrait être vu comme de la persécution, ou en tout cas comme les obliger à revenir. Il y a vraiment une peur des employeurs, et même quand j'ai moi proposé
à des employeurs de faire des courriers pour informer les salariés sur ce qu'on vient de voir ensemble. Les juristes nous ont dit attention, attention, ça peut être délicat. Donc, je reviens sur la question. Le médecin du travail peut être un très, très bon intermédiaire pour pouvoir recommencer à discuter sur la reprise, les modalités, voire la non-reprise, parce qu'il s'avère que soit le projet, soit l'état de santé ne le permet pas. Ok, merci. Est-ce qu'on peut demander une rupture conventionnelle pendant un congé parental pour pouvoir faire le préavis pendant le congé parental et ne pas avoir à retourner dans l'entreprise? Alors, je ne suis pas spécialiste et mon directeur me l'interdirait de tout ce qui est juridique. Là, je vous invite, puisqu'on parle bien d'un congé maladie, je vous invite à aller vers l'assistante sociale, puisque c'est elle qui détient les informations les plus justes sur comment on interrompt ou comment on gère un arrêt maladie. J'entends bien qu'il y a le souhait de ne pas reprendre dans l'entreprise, mais il faut effectivement en amont avoir toutes les infos de l'assurance maladie sur comment j'articule les congés, justement, pour ne pas faire de bêtises et que ça se passe potentiellement là-dessus. Donc, ensuite, il y avait une question sur qu'est-ce que la PMSMP. Donc, Annabelle a répondu, il me semble, tout à l'heure. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Annabelle, ou… Peut-être d'éclairer sur le sigle, vu que PMSMP, c'est notre jargon. PMSMP, ça signifie période de mise en situation en milieu professionnel. Donc, c'est ce qui permet d'aller mettre un pied dans une entreprise pour pouvoir confronter un petit peu son projet, voir si c'est exactement exactement comme ça qu'on l'avait imaginé, exactement comme ça qu'on se projetait dans ce projet qu'on est en train de construire. Donc ensuite, il y a une question sur si on se retrouve au chômage et qu'on souhaite se reconvertir, comment Pôle emploi choisit les différentes formations à proposer? Est-ce que c'est par rapport à un potentiel d'embauche? Est-ce que c'est par rapport au prix de la formation? Donc, une question sur les critères de prise en charge de formation par Pôle emploi. Alors, là aussi, je ne suis pas une spécialiste, si ce n'est que je connais les grandes règles. Pôle emploi va essayer d'optimiser ses moyens quand il finance une formation ou un accompagnement vers les métiers pour lesquels il y a des demandes d'emploi qui passent par eux. Donc, c'est ce qu'on appelle les métiers en tension, les métiers pour lesquels, notamment, il y a des offres d'emploi qui ne sont pas pourvues. Donc oui, effectivement, Pôle emploi a plutôt cette démarche-là. C'est tout à fait logique par rapport à son mode de fonctionnement. Pour autant, il y a une discussion qui s'élabore avec, d'autant plus si la personne a eu le temps de faire un bilan, de se faire accompagner en CEP, c'est-à-dire d'élaborer des arguments qui vont peser dans le cadre de ce nouveau projet de reconversion. Ça peut sortir un petit peu du cadre de ce que j'en sais, un de mes collègues qui s'occupe de la partie insertion. Voilà, les deux points sont là. Voilà. Je vous invite justement à prendre rendez-vous avec un conseiller Pôle emploi pour pouvoir poser toutes vos questions spécifiques auprès de Pôle emploi. Oui, ou alors aussi avec un CEP si vous n'avez pas encore démissionné, puisqu'on pourra peut-être vous permettre d'anticiper sur ce projet de formation en amont et de mieux le définir. Ou de mobiliser. Voilà. Question suivante. Peut-on cumuler arrêt pour accident de travail et congé formation? Alors, j'ai vu qu'il y avait plusieurs questions qui étaient posées. Je n'ai pas été peut-être assez claire dans cette histoire de cumul congé maladie et congé de formation. La CPAM, enfin l'assurance maladie, permet aux personnes, si on a fait la demande auprès du médecin conseil, si le projet de formation tient dans la durée de l'arrêt, ça c'est la clé, le médecin conseil peut autoriser la personne à faire sa formation, qu'elle soit en AT ou en maladie, peu importe, peut faire sa formation durant ce fameux congé maladie. Mais on aura au préalable demandé l'accord au médecin conseil sur la faisabilité de cette formation-là, en maladie ou en arrêt. Donc, en complément, s'il est impossible de cumuler arrêt maladie et congé formation, cela signifie-t-il qu'il y a obligatoirement reprise de l'activité? Et dans ce cas, combien de temps avant de pouvoir réaliser une demande de formation?
Alors, c'est le projet de transition professionnelle qui, lui, ne peut pas être réalisé pendant l'arrêt. Ah, je suis désolée, il y a du bruit qui va arriver de chez moi, là. Peut-être tu peux en dire un mot, Annabelle, sur le… Sur le PTP? Oui, puisqu'on ne peut pas être en arrêt. Au niveau du projet de transition, alors encore une fois, moi je vous invite vraiment, là on va vous répondre de manière générale, comme disait Muriel, les grandes lignes, mais je vous invite vraiment à vous rapprocher d'un conseiller, quel qu'il soit, pour pouvoir faire le point et avoir des réponses qui sont adaptées à votre situation. Parce que là, on va pouvoir vous donner des éléments qui ne seront pas forcément adaptés à votre situation. Donc voilà, prenez vraiment nos réponses avec le recul qu'elles méritent. Au niveau du projet de transition professionnelle, l'idée, c'est de pouvoir mettre en place un projet de reconversion professionnelle dans le cadre d'un congé. Il faut faire une demande d'autorisation à l'employeur donc dans un certain laps de temps en amont. Donc, je fais exprès de ne pas vous donner les délais puisqu'ils diffèrent suivant vos situations. Et ensuite, vous pourrez partir en congé formation après autorisation de votre employeur et après autorisation en l'occurrence de transition pro de votre région. Je ne sais pas si tu veux compléter peut-être, Muriel. Là, j'ai juste remis le cadre. J'essaie de, parce que mon voisin fait des travaux, c'est les joies du télétravail. Oui, même pour faire la moindre action dans le cadre de la reconversion professionnelle ou de la remobilisation, la moindre action pendant l'arrêt de travail doit être validée par le médecin conseil via les échanges que vous pourrez avoir, qui seront les échanges avec les assistantes sociales. Parce que pendant toute action, vous allez vous déplacer, vous allez prendre la voiture, etc. Et vous êtes couvert par les indemnités journalières. Donc, il faut absolument, j'ai vu, on demandait pour un bilan de compétences, même pour un bilan de compétences ou une action de courte durée, il faut pouvoir solliciter l'accord du médecin conseil. Parce que si vous arrivez quelque chose pendant vos déplacements, s'il n'est pas au courant, s'il n'a pas validé, vous ne serez pas couvert. Donc, question complémentaire. Donc, Ludovic nous informe qu'en Nouvelle-Aquitaine, il est possible de réaliser un projet de transition professionnelle pendant un arrêt de travail, avec accord du médecin conseil et de la médecine du travail. Donc, ça, c'est vrai que, comme on disait, ça peut varier d'une région peut-être à l'autre, et donc il vaut mieux se renseigner auprès d'un conseiller pour savoir ce qu'il en est. Donc, question suivante. Par qui se faire accompagner quand on est en situation de burn-out ou de bore-out? Ce n'est pas un handicap ni une maladie professionnelle, mais on est seul également. Je vous invite là aussi à aller voir votre médecin du travail. Les services de santé au travail, il n'y a pas que le médecin au service de santé au travail, il y a une équipe pluridisciplinaire et il y a notamment des psychologues du travail qui sont, je dirais même plutôt sur ce champ-là, sur le champ des RPS, des risques psychosociaux et de toute cette dimension psychologique du travail. Donc, vous pouvez là faire un premier point au moins avec eux. J'apporte une précision par rapport à cette question. Tout dépend en fait des questions que vous voulez aborder. Si c'est des questions d'un point de vue de la santé, à ce moment-là, il faudra peut-être se tourner davantage vers des médecins ou des personnes effectivement qui sont spécialisées sur les RPS. Si c'est par contre des questions pour une évolution professionnelle, là, vous avez tous les opérateurs CEP selon votre situation qui peuvent répondre. Quand je dis situation, c'est selon votre statut qui pourra répondre à vos questions emploi. Donc voilà, c'est tout. Risques psychosociaux. Je réponds en direct aux questions que je vous tout dépend en fait du fond de la question quand vous êtes en burn-out ou en bore-out. Vous avez également la CARSAT et l'ANACT qui abordent ces questions-là. Et sinon, de manière générale, vous avez aussi des consultants. Voilà, on n'a plus de questions. On a répondu à toutes les questions. Parfait. Si d'autres questions venaient par la suite et qui nécessitent peut-être un échange ou des précisions, on les fera passer, j'imagine, sans souci. Oui.
Et tout à fait. N'hésitez pas. En tout cas, on espère que vous aurez appris beaucoup de choses en cette fin de matinée, que ça vous aura éclairé. On vous remercie d'avoir été aussi nombreux pour ce premier webinaire pour nous cette semaine. Merci à tout le monde pour votre participation. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Arrêtez la présentation.